Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le sens de la violence. La violence comme nécessité historique, une place pour l'école ? Louis Marmot. L'école, c'est répété et entendu, est au service de la société tout en y étant totalement intégrée, reflet et agent. Cela conduit à la charger de missions impossibles, à côté de celle sur laquelle il semblait y avoir consensus, instruire. Car ce que les responsables des sociétés ne savent plus orienter, dominer ou seulement maîtriser, ils en chargent le secteur éducatif, la culture, l'emploi, la citoyenneté ou la violence. L'école doit préparer à l'emploi et l'assurer. Elle doit donner les outils et les sources de la culture produite ailleurs. Elle doit faire en sorte que tout le monde s'aime et résoudre la violence sociétale, alors même qu'elle ne sait plus manier sa fonction principale, l'instruction. Comment serait-elle capable de tout résoudre, alors que des structures plus ad hoc ne le permettent pas ? De là une question détestable. L'école, dans l'ambition immaîtrisée de ses animateurs, n'accepte-t-elle pas d'accueillir des domaines de travail dont ceux qui le lui confient savent bien qu'elle ne sera pas capable de les résoudre mais qui sont ainsi relégués, mis à l'écart, en un lieu précis de la société ? L'école devient, dans une vision optimiste, agent à tout faire de traitement de la société, ou plutôt, dans une vision réaliste, refuge de ces dysfonctionnements que elle apostrophe. On lui demandera de régler même si elle en est, fondamentalement, incapable. Ainsi les dysfonctionnements de l'emploi seront expliqués par l'incapacité de l'enseignement à répondre aux besoins des employeurs, plutôt que par la désorganisation des conditions de la production. Ainsi mettra-t-on l'accent sur la violence à l'école plutôt que sur le caractère fondamentalement violent d'une société où concurrence et force sont de plus en plus valorisées. L'approche que nous présentons ici en quelques pages est globale, donc grossière. Elle ne veut pas mettre en cause les démarches et les acquis d'une réflexion pratique sur la violence à l'école qui, au travers d'une optique différente de la nôtre ici, cherche à y remédier rapidement car une telle réflexion peut aider à supporter, voire à gérer, des situations vécues comme difficiles, limites, car cela est sans doute utile, en particulier au plan individuel. Mais c'est bien aussi ce caractère limite, qui doit tout de suite retenir ici notre attention, car c'est l'un des principaux éléments qui différencie la violence d'autres pratiques. L'indiscipline par exemple, qui elle, se définit d'abord par un rapport à des règles. La violence pose d'une façon immédiate, la question de la limite de ce qui est acceptable, de ce qui peut être rupture, de ce qui peut être utile, de ce qui ne peut aussi que préfacer un au-delà. En cela et pour bien d'autres raisons dont nous repérerons certaines, la violence a du sens et ancrée. La violence à l'école ne nous paraît donc pas relever de quelque malédiction immaîtrisable des dieux ou n'être que scorie secondaire d'un progrès trop rapide, des ajustements à corriger. La violence à l'école est une construction sociale correspondant à une fonction et à une utilité réfléchie, qu'il s'agit d'analyser. Ce qui nous intéresse donc ici est de participer au dévoilement et à l'interprétation de ce qui est devenu une banalité bien médiatisée que l'on dénonce et diffuse à tout vent, la violence à l'école, à chercher le sens du rapprochement des deux termes et de la mise en évidence des fonctionnements qu'ils veulent évoquer. En ce sens, nous pensons travailler dans le cadre de la mission qu'Engels attribuait à la science économique, qui ne saurait voir dans l'indignation morale, si justifiée soit-elle, aucun argument, mais seulement un symptôme. Sa tâche est bien plutôt de montrer que les anomalies sociales qui viennent de se faire jour sont des conséquences nécessaires du mode de production existant, mais aussi, en même temps, des signes de sa désagrégation commençante, et de découvrir à l'intérieur de la forme de mouvement économique qui se désagrège les éléments de la nouvelle organisation future de la production et de l'échange qui éliminera les anomalies. 1963. 1. La violence, considération générale. La violence directe, matérielle, bien brutale, ni symbolique, ni morale, ni institutionnelle, est chose désagréable. Elle met en cause notre confort de vie, ce qui n'est pas indifférent. La violence coûte cher à la société. Déjà en 1992, les coûts directs et indirects des blessures par balle ou armes blanches aux États-Unis étaient évalués à 177 milliards de dollars, Krug, 2002. En 1997, le coût de la violence, en pourcentage du produit intérieur brut, était de 10,5 au Brésil, 24,7 en Colombie et 11,8 au Venezuela, Krug, 2002, Waters, 2004.
La violence se prête à des définitions formelles claires, ainsi celle proposée par Françoise Lhéritier, 1996. Appelons violence toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible d'entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance ou la mort d'un être animé. Tout acte d'intrusion qui a pour effet volontaire ou involontaire la dépossession d'autrui, le dommage ou la destruction d'objets inanimés. Ainsi celle de l'Organisation mondiale de la santé, la menace ou l'apostrophe. Utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal-développement ou des privations, en précisant que ces effets ne sont pas nécessairement immédiats et que ces conséquences peuvent être pendant très longtemps latentes. Krug, 2002. 3 grandes catégories de violence peuvent aussi être distinguées: la violence auto-infligée, la violence interpersonnelle ou dirigée contre autrui et la violence collective. Krug, 2002. De même que l'on peut être tenté de différencier les actes violents selon leur nature, en actes physiques, sexuels, psychologiques ou comportant privation et négligence. Krug, 2002. Il y a là un souci de clarification à visée opératoire, sans doute illusoire, car aussi bien les pratiques que les recherches de causalité montrent que le physique, le sexuel, le psychologique se mêlent, s'intègrent l'un l'autre, de même qu'une violence auto-infligée peut être d'abord violence à l'encontre des autres. La violence est un mode d'expression, une façon d'exister et un moyen de résolution des conflits, aussi bien au plan individuel, interpersonnel que collectif. Des exemples récents de différents ordres peuvent en être donnés. Au Brésil, la violence des enfants de la rue relève d'un essai de survie, d'adaptation à la situation qu'ils vivent. Ils forment un groupement plutôt qu'un groupe social, dans lequel les forces peuvent interagir pour assurer une plus grande sécurité et une plus grande confiance à l'individu. Le manque de famille noyau est compensé par la vitalité du groupe, qui ne sépare pas l'enfant des enfants, mais l'inclut dans la lutte pour la survie. Celia, 1997. Dans un autre contexte, les anciens enfants soldats des guerres africaines, pour survivre, sont amenés à appliquer, lorsque les combats semblent avoir cessé, ce qu'ils avaient appris alors. L'outrance de ces cas nous conduit à chercher le sens et à distinguer les significations du repérage et de l'interprétation de la violence, qui, toujours produite, n'est jamais première. Ces significations, Patrick Boumard et Jacques Ardoineau les montrent très clairement. Cette focalisation sur la dite violence, aux significations mélangées jusqu'à l'incohérence, violence physique, violence verbale, violence institutionnelle, violence symbolique, violence culturelle, etc., fonctionne comme un argumentaire écran qui cache un phénomène social beaucoup plus général, d'ailleurs beaucoup plus éclairant, et que nous désignons précisément sous le terme de déviance. Dans une première perspective, la déviance est l'aboutissement de la différence, entendue en termes d'inadaptation. À l'autre bout du spectre, la déviance est assimilée à la délinquance, Boumard, 1999. La déviance devient un élément de réponse au sein d'un dialogue impassible, socialement co-construite, on pourrait dire en toute complicité, par des acteurs sociaux ne réussissant pour diverses raisons, débordant largement les seuls déficits psychiques ou moraux, à synchroniser leurs désaccords et leurs antagonismes fondamentaux que dans et par ces crises. Ardoineau, 1999. Encore faut-il que ces justes propos ne fassent pas oublier, ne camouflent pas au nom d'une apparente égalité des agents, le fait toujours patent que au départ violence et loi sont gérées par les mêmes. 2 événements, d'importance tout à fait inégale, peuvent l'illustrer. En 2001, en Italie, en s'attaquant violemment à des manifestants pacifiques, protestant contre la tenue d'un sommet des chefs d'État des pays les plus puissants du monde, la police a pu montrer à Gênes, selon la presse, la préfiguration des méthodes auxquelles la mondialisation néolibérale devra recourir lorsque l'immense majorité des peuples sera entrée en dissidence. À l'orée des vacances universitaires de la même année, en France, 2 professeurs de sciences de l'éducation, plus ou moins quinquagénaires, en désaccord sur un dossier, se heurtent physiquement. L'un, le plus âgé et celui qui pensait défendre la règle, est blessé, l'autre aura gain de cause. La violence n'est pas réservée aux pauvres ni aux jeunes. Il s'agit d'un type d'expression d'abord utilisé par les puissants, qui croient avoir acquis un droit quasi naturel à son usage et qui lui reconnaissent sa forme. Éventuellement ensuite, des faibles, se croyant ou voulant devenir forts, peuvent s'y essayer. Action nue, la violence a cependant du mal à se dire. Ainsi au Congo, au moment des guerres civiles,
On ne parlait pas de la violence, on la vivait, on était vécu par elle. Il n'y avait pas de temps pour la parole. Ce n'est que de l'extérieur, comme au repos ou après, que l'on y revient et que l'on analyse sur des bribes dépassées. Un peu comme si l'analyse de la violence supposait un minimum de recul et de confort et les moyens qui le permettent. Sans doute est-elle affaire de riches tranquilles. Dans les pays riches pourtant la violence peut avoir du mal à être appréhendée avec précision. En France, ce n'est qu'avec le XXIe siècle que l'on a commencé à élaborer et à analyser des données à peu près précises sur la violence scolaire. Cette ignorance générale a d'ailleurs permis de motiver à partir d'une réalité sociale présumée et au service des politiques, qui pourtant sont pour le moins complices et utilisateurs de cette violence, un nouveau domaine de recherche à visée immédiatement remédiatrice. Même si on se heurte là bien sûr à la difficulté plus fondamentale d'appréhender les phénomènes clés que tous s'accordent à impliquer dans le développement de cette crise sociale dans laquelle la violence devient une réponse ordinaire, affranchie. 1997, la désymbolisation, la consommation, le déficit de génération et la surscolarisation sociale. 2. Les fonctions de la violence. La violence fait fonctionner et progresser les sociétés. D'une certaine façon, elle les crée. Wolfgang Sowski le rappelle, la société n'est fondée ni sur un besoin irrésistible de sociabilité ni sur les nécessités du travail. C'est l'expérience de la violence qui réunit les hommes. La société est un dispositif de protection mutuelle. Elle met fin à l'état d'absolue liberté. Désormais tout n'est plus permis. Plus directement encore, ce qui déclenche et fonde la socialisation, c'est la peur qu'ont les hommes les uns les autres. La violence n'est pas pour cela évacuée, car elle n'est pas de l'antisocial ou du non-social, car elle est immédiatement sociale, de sorte qu'on aurait tort de la considérer comme un élément extérieur que la société aurait intégré à ses dépens au cours de l'histoire de l'humanité, mais elle lui est interne comme partie intégrante. Michel Maffezoli, Alain Pessin, 1978. Ainsi, comme l'écrit Anne Besnier, la violence s'oppose à l'ordre, la violence fonde les sociétés, la violence se déguise pour se rendre tolérable. C'est donc bien le paradoxe de la violence de créer l'ordre auquel elle s'oppose, de le maintenir en se dissimulant. En ce sens, Lionel Jospin a raison de déclarer qu'une de ses formes, la violence en milieu scolaire est devenue une question politique à part entière. Blanchard, 2001, même si elle risque de n'être traitée qu'en fonction d'enjeux électoraux. On connaît aussi le rôle des guerres dans l'accélération de la recherche scientifique, dans la réorientation et la dynamisation des échanges et dans l'augmentation de la richesse économique, ce qui bien sûr ne veut pas dire l'amélioration de son partage. La violence aide à repérer les limites des sociétés, rapidement car le libéralisme est fragile. Là encore, les exemples abondent, de différents niveaux, présentés simultanément comme réaction à des violences dénoncées ou précaution vis-à-vis de nouvelles. Aux États-Unis, les associations de défense des droits de l'homme, tout en partageant certaines des craintes énoncées par le président Bush à la suite de l'attentat du 11 septembre, ont condamné les conditions d'emprisonnement des terroristes arabes et la forme prévue de leur mise en jugement. Dans certaines villes françaises, les enfants ont été interdits de sortie, seuls, la nuit. En une offensive sécuritaire qui a sens politique, et dont les glissements que cela suppose ont été très bien évoqués par Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan en 2001, nous avons aussi prêté attention aux effets les plus directs et les plus matériels de cette offensive sécuritaire, et porté un regard critique sur les propositions qui ont été réintroduites dans le débat politique par l'extrême droite puis la droite parlementaire, pour être finalement admises et en partie adoptées par un gouvernement de gauche, l'éloignement et l'enfermement des mineurs délinquants, la suspension et la mise sous tutelle des allocations familiales de leurs parents, ou encore l'application de plus en plus ailée de l'article 227A-17 du Code pénal, qui permet de sanctionner durement les parents pour les fautes de leurs enfants, avec des peines qui vont désormais jusqu'à la prison ferme. Nous soulignons en particulier la transformation extrêmement dangereuse que ces mesures font subir au principe de la responsabilité individuelle, et le racisme social qui les sous-tend. Tissot et Thévagnan insistent encore en remarquant que dans les cités comme ailleurs, et sans doute plus qu'ailleurs, il existe bien d'autres formes de violence et d'insécurité, dont les autorités se scandalisent beaucoup moins, la discrimination à l'embauche ou dans l'accès au logement par exemple.
Précarité de l'emploi marquée par des licenciements brutaux même si annoncés, maladies du travail et harcèlements divers sont autant de violences, mais mises au second plan en termes de visibilité et de revendication, car en se réconciliant avec l'entreprise, la gauche s'est aussi réconciliée avec toute une série de violences qui s'y exercent. On privilégie la parole sur certaines violences seulement, pas sur la violence régnante. La société libérale ainsi acceptée aujourd'hui d'une façon présentée comme majoritaire est pourtant une société de violence, identifiée par des banalités, struggle for life, mais surtout marquée par la concurrence et la nécessité de l'amélioration et de l'intensification toujours plus difficile de l'exploitation capitaliste. Société inégalitaire, société de violence, la richesse inégale qui s'y montre donne comme naturellement des soucis de sécurité, par tous les moyens. La violence qui les marque conduit les sociétés libérales à leur rupture dense et par leurs contradictions. Dans la matière, les révoltes finalement sont peut-être utiles à la révolution, au grand changement, malgré ce qu'en dit Julien Freund lorsqu'il écrit « De Marx à Marcuse, en passant par Lénine et Trotsky, on n'en finirait pas de citer les textes qui annoncent l'épiphanie du genre humain. » Cependant, si l'on considère sociologiquement les événements historiques, on est obligé de constater qu'aucune de ces prétendues bonnes violences n'a été émancipatrice. L'imposture moralisante consiste à faire croire qu'il y aurait finalement une violence rédemptrice qui délivrerait à jamais la société humaine de toute violence. Il n'y a pas là rédemption mais bien nécessité. En principe, l'homogénéité sociale est une forme précaire, à la merci de la violence et même de tout dissentiment interne. Elle se forme spontanément dans le jeu de l'organisation productive, mais elle doit être sans cesse protégée contre les divers éléments agités qui ne profitent pas de la production, ou en profitent insuffisamment à leur gré, ou simplement, ne peuvent supporter les freins que l'homogénéité oppose à l'agitation. Dans ces conditions, la sauvegarde de l'homogénéité doit être trouvée dans le recours à des éléments impératifs capables d'anéantir ou de réduire à une règle les différentes forces désordonnées. Bataille 1992. Doit-on ajouter, comme évidence, que le problème se pose à l'échelle historique et ne se juge pas par des événements ponctuels et locaux et que les révolutions tranquilles n'ont jamais conduit à un point de non-retour, marqué par une violence libératrice de soi-même et du futur, interdite ? 3. La présence de la violence. L'interdiction de la violence pense pouvoir passer par son exacerbation. On a donc exacerbé la violence. La violence de certains groupes dans certaines zones. Pour ce faire, au-delà de la médiatisation bien connue des quartiers déclarés difficiles, on utilise des démarches savantes qui peuvent initier des traitements raffinés. L'augmentation et la localisation de la violence sont avivées par un encerclement statistique et une pénalisation accrue, donc par une plus grande sensibilité des moyens de repérage plutôt que par l'existence nouvelle des phénomènes. Les chiffres mesurent bien plus l'activité de la police et de la justice que les évolutions réelles de la violence, ce Q' illustre le rappel de certains événements lorsque certains responsables policiers font également remarquer que la hausse la plus sensible des chiffres de la délinquance, plus 11%, a eu lieu en 1998 et qu'elle s'explique en grande partie par une augmentation des interpellations, due à la mise en place du plan Vigipirate et à l'organisation de la Coupe du monde de football, ce qu'illustre aussi appel à des nouvelles pratiques de visibilité, comme la mise en place de la procédure judiciaire de comparution immédiate, ou une prise en compte dans les statistiques de la criminalité de faits qu'elles ignoraient antérieurement, Tissot-Thévagnan 2001. Les très riches et précises analyses de Laurent Mucchielli, 2001, exploitent de nombreux exemples en la matière. Ces mises en évidence font revenir ainsi en toute modernité, à l'idée qui a inquiété le XIXe siècle, classe populaire, classe dangereuse. Une optique qui élude les raisons historiques et économiques de la division des classes qu'Engels resitue. C'est donc la loi de la division du travail qui est à la base de la division des classes. Cela n'empêche pas d'ailleurs que cette division en classes n'ait été accomplie par la violence et le vol, la ruse et la fraude, et que la classe dominante, une fois mise en selle, n'ait jamais manqué de consolider sa domination aux dépens de la classe travailleuse et de transformer la direction sociale en exploitation des masses. Engels, 1963. On retrouve les peurs, aussi bien populaires que motrices chez les gérants sociaux, politiques ou intellectuels, vis-à-vis de qui est différent,
vis-à-vis de qui est libre, c'est-à-dire de ce qui est hors règle, non maîtrisé par les rênes des petits pouvoirs simplificateurs. L'échelle d'évaluation de l'insécurité dans les quartiers sensibles élaborée par le commissaire Lucienne Baitrong en est une illustration, permettant d'éluder les questions principales, en qualifiant de violence la simple présence d'un groupe de jeunes dans une cage d'escalier. La commissaire des renseignements généraux s'épargne avant toute chose une difficile question. Ces jeunes, que font-ils là? Pourquoi n'ont-ils rien de mieux à faire que de s'entasser dans une cage d'escalier? La réponse est pourtant simple. Ils n'ont pas de travail et ils n'ont aucun autre lieu où se réunir. Autrement dit, de ces jeunes qu'elle pourrait qualifier de victimes du chômage, du racisme, de la précarité, la commissaire en fait des agresseurs, Tissot et Thévagnan. La façon dont un tel mouvement a été stigmatisé est caractérisée par Jacques Ardoineau. Traditionnellement, la déviance est vue tantôt comme l'effet d'une pathologie, le monstre, la conséquence d'une anormalité subie, conduisant à des comportements atypiques, non conformes et le plus souvent non adaptés, de surcroît pouvant être socialement nuisibles, voire néfastes, tantôt comme la manifestation d'une intentionnalité ou des apostrophes. Une volonté délinquante, contestataire, transgressive, rejetant la loi, tout autant ici la loi positive que plus profondément encore, la loi symbolique, 1999. Il faut donc s'attaquer à ces nuisances. Alors même que les institutions qui en protègent périclitent. Partout dans le monde, en effet, on constate la régression et l'affaiblissement des institutions garantes du lien social, qu'elles soient en charge de l'ordre et de la sécurité, de la socialisation, l'école, ou qu'elles incarnent plutôt l'état de providence. La désinstitutionnalisation, surtout dans les anciennes sociétés industrielles pour qui les principales institutions publiques ont été établies ou renforcées en même temps que s'institutionnalisait le mouvement ouvrier, est parfois interprétée comme le fruit ou le succès d'idées néolibérales, demandant moins d'État, et qui ont en fait surtout prospéré en tenant lieu d'idéologie. Elle doit en réalité beaucoup aux difficultés propres à ces institutions, de moins en moins capables d'accomplir leur mission et de tenir leurs promesses sociales, économiques, politiques ou culturelles. Viviorca 2004. Dans une société libérale voulant soulager les pouvoirs publics de leur mission de sécurité collective, la charge de cette tâche ne pourra pas leur être seulement imputée, d'où le glissement vers une économie de la sécurité, de plus en plus puissante puisqu'en 1999 déjà le marché français des ventes des armes et des entreprises de protection, 180 milliards de francs, représentait 6 fois le budget de la police. Tissot, Thévagnan 2001, marqué par la création d'entreprises de protection des choses et des individus, le commerce des armes, la diffusion des moyens individuels de protection, est totalement intégré au fonctionnement et au réseau du système économique. Même dans une société où ils ne voudraient apparaître que comme les protecteurs du libre arbitre, les administrateurs de la chose publique ne peuvent pas faire uniquement confiance à la force privée. Pour garder une maîtrise sur l'opérationnalisation des sujets risquant d'être libres, ils doivent pour cela, en cela, les chosifier. Les médias y participent. Les chercheurs aussi. Ainsi, le déclin des institutions et la poussée de l'individualisme moderne créent-ils des conditions favorables sinon à plus de violence en général, du moins à l'essor de certaines formes de violence, anomiques, délinquantes, ou bien encore liées aux difficultés de construction de soi comme sujet, Viviorca 2004. La permanence de la violence s'en trouve assurée. 4. L'école, un lieu pour la violence. L'éducation est une violence. Tout simplement d'abord parce qu'il s'agit de faire faire à quelqu'un ce qu'il n'aurait pas fait naturellement, de faire évoluer quelqu'un au-delà de ce qu'il aurait fait spontanément, pour son bien, certes, peut-être. Mais la bonne intention n'élude pas le fait. Et de là apparaît la contradiction fondamentale évoquée par Raoul Van Heijgem. Comment peut-il y avoir connaissance où il y a oppression? 1995 et son double, une école qui entrave les désirs stimule l'agressivité. Madeleine Nathanson pose aussi la question. La leçon de Ionesco serait-elle le symbole de la violence contenue dans tout acte éducatif? L'enseigné aurait-il dû tuer pour ne pas être tué? 1997. Cela avivé par les conditions actuelles de l'enseignement. L'agressivité dont certains jeunes font preuve de nos jours en France n'est pas dépourvue de sens. Elle s'adresse à un système rigide, centré sur lui-même, qui a du mal à s'adapter à une population avec d'autres besoins et d'autres repères.
L'éducation est devenue l'otage d'un modèle où les jeunes doivent se soumettre à la logique de la compétitivité et de la performance au détriment de la connaissance de l'individu, de son développement personnel et social. Quelques années auparavant, certaines conséquences en termes de fragilisation des jeunes, donc aussi de leur capacité à se construire une maîtrise réfléchie et non dépendante, en étaient déjà clairement exprimées. En privant le jeune d'une raison de donner un sens à sa condition présente d'élève, en lui enlevant la possibilité de se constituer des repères par la définition d'objectifs, la démotivation scolaire laisse libre cours au développement d'un état psychique de désarroi. Celui-ci amplifie les troubles de constitution de la personne liés à l'adolescence et suscite des conduites de repli et d'agressivité. Les lycéens, tels qu'ils nous ont été décrits durant notre enquête, apparaissent comme développant des traits généraux d'attitude et de comportement qui les constituent en un milieu humain très vulnérable. Ballion, 1993. L'école est un lieu très particulier et particularisant, une boîte que l'on veut protéger et où l'on se veut protéger, parce que porteuse de fonctions clés de la société, se fortifier collectivement, transmettre des savoirs, préparer au travail. Malheureusement peut-être, le traitement de ces fonctions a fait long feu, s'effiloche, et l'on ne sait plus guère dans les pays riches à quoi sert l'école, sans doute parce que la forme scolaire ne tient, l'acte d'enseignement et les relations qu'il implique ne peuvent se réaliser, que si elle est perçue comme ayant une spécificité qui lui prescrit sa propre logique de fonctionnement et sa propre définition des rôles et des conduites. Ballion, 1993. Cela n'empêche pas de la recommander aux autres. Car il est vrai que d'une façon générale, ceux qui n'ont pas profité de l'école ont gardé quelques idées moins dubitatives sur les avantages qu'elle peut apporter. La démocratisation de l'enseignement, plus exactement, l'élargissement de l'accès à des études de plus en plus longues que les riches ont connues et que les pauvres espèrent, dans la mesure où on ne peut directement lui imputer un maintien de la progression du régime économique, pourra pourtant être accusé d'avoir, en exagérant les différences des élèves réunis et traités comme égaux, entraîné inefficacité du système scolaire et désordre. On croit pouvoir alors proposer des explications. Avec la massification scolaire, de nouveaux publics adolescents sont maintenus dans le système scolaire, public, dont il faut rappeler qu'ils n'avaient jamais été jusque-là scolarisés. Ces nouveaux élèves apportent à l'école les conduites de leur vie normale. Il s'agit notamment des bagarres entre garçons, des chapardages permanents et d'une certaine difficulté à accepter le contrôle social scolaire. Dubay, 1993. Ce qui n'est peut-être pas faux, mais n'explique pas bien loin. Les propos de François Dubay sur la non-synonymie entre violence à l'école et violence sont de plus longue portée. Toutes les formes de violence qui apparaissent à l'école ne sont pas des violences scolaires parce qu'elles ne sont pas engendrées par la situation scolaire elle-même. Elles tiennent essentiellement au prolongement de conduites non scolaires dans les murs de l'école, 1993. Ou encore, il ne s'agit pas de violences scolaires car elles ne concernent pas les acteurs en tant qu'ils sont à l'école. Ce ne sont ni des agressions entre les élèves, ni des agressions contre les professeurs, mais des manifestations de délinquance banale, dont les élèves ou les enseignants sont victimes ou coupables, comme n'importe quel citoyen. La violence est alors une affaire de police générale, et le problème posé à l'école est celui de sa fermeture et de sa protection contre les éléments étrangers à l'établissement qui utilisent le va-et-vient et le déplacement de centaines d'élèves pour les agresser, voler des équipements, etc. Dans sa nature, ce problème n'est pas différent de tous les équipements collectifs ou commerciaux qui se protègent de la délinquance, 1993. L'école est bien un lieu qui reçoit la violence, un lieu d'accueil de la violence. Une nouvelle fonction peut donc dès lors être précisée. Il s'agit de faire de l'école un lieu d'isolement, de relégation et de traitement de la violence. Cette nouvelle fonction est décrite comme urgente et prend le pas sur celle déjà citée, qui continue à exister après avoir été mise successivement en exergue, la citoyennisation, dans le cadre de l'unification laïque de la République, l'accès au savoir et la préparation à l'emploi. Mais si la citoyennisation semble réapparaître aujourd'hui comme fonction invoquée, c'est appauvri, sans projet, comme palliatif et remède espéré et non plus comme construction des moyens d'un futur, elle n'a plus l'illusion de suffire. 5. La mise en traitement de la violence à l'école. Une nouvelle fonction, le traitement de la violence, devient donc mission spécifique de l'école.
Mais pour cela, il faut d'abord que la violence qui pouvait paraître désordonnée, abandonnée dans la société soit récupérée par l'école, s'y recentre et y soit maîtrisée. Cela n'est pas aisé, et la première obligation est d'en montrer la nécessité, d'où l'appui financier et politique des puissances publiques aux recherches sur la violence à l'école. Il permet de rappeler que le problème est censé être situé et être traité là. Il n'est pas trop coûteux, financièrement comme idéologiquement, d'essayer de nouveaux traitements pédagogiques en leur donnant des dimensions civiques, puisque l'on n'est même plus assuré de leur efficacité en termes de diffusion de capacités de connaissance. La violence à l'école peut être donc tout à fait réelle, s'y construire et y être reconnue. Sans revenir sur l'analogie que nous ne partageons pas entre déviance et violence, Patrick Boumard exprime très finement cet accueil. L'éducateur, l'enseignant dans sa classe, alors même qu'il croit incarner la loi de façon neutre, sont précisément ceux qui permettent la mise en scène de la déviance, solidairement avec la norme qu'ils exhibent. Boumard 1999. On pourra sur ce thème retrouver des inventaires plus ou moins ingénus, qui ont comme principale caractéristique d'évacuer de la violence le sens que lui donne le développement de l'économie et de la société. Ainsi, dans un rapport pour le Conseil de l'Europe en 1983, qu'est-ce que la violence à l'école ? S'agit-il des incidents dus au manque de respect envers autrui, A envers les personnes, B envers leurs biens, C envers leurs idées ? La violence peut être active ou passive, physique ou morale. Il est facile d'énumérer les manifestations de violence physique. Agression, brutalité, comportement hostile aux enseignants et aux élèves. Mais la violence morale a autant d'importance. Elle est source d'angoisse et peut entraîner des blocages intellectuels. Elle peut marquer quelqu'un pour la vie, le rendre très malheureux, voire le mener à la dépression mentale. Sarcasme, menaces, isolement conduisent à l'apathie, à la passivité, à la frustration, etc. Les bulletins scolaires, par exemple, peuvent être mortifiants et pernicieux. À cela s'ajoutent les atteintes aux biens, le vandalisme, le vol, la détérioration des vêtements. Mais que dire des autres modes de comportement ? Constitue-t-il une violence ? Absence, indifférence, contrôle strict des horaires. La limite n'est pas facile à tracer, Blackledge. La modestie d'une telle approche la fait cependant apparaître ambitieuse par rapport à l'imprécise légèreté des mesures proposées en termes de recommandations au gouvernement. 8. Mesures qui ne prennent jamais en compte la difficulté de vie et reposent sur une illusion pédagogique de l'effet des contenus sur les attitudes. Réexaminer le contenu des programmes scolaires et universitaires afin d'éviter toute glorification inconsidérée des conflits et de la violence. Introduire dans les écoles l'enseignement systématique des apostrophes. Un comportement non violent. Encourager l'introduction de l'étude du terrorisme dans certaines universités européennes. Fournir en vue de leur utilisation à l'école, par exemple dans les cours d'histoire, des documents mettant en lumière le caractère odieux et régressif de la violence politique et dénonçant les idéologies qui suscitent cette violence et manipulent ceux qui en usent. Permettre aux jeunes de ne pas participer pour des motifs de conscience et sans que cela nuise à leur carrière ultérieure, à des expériences au cours desquelles des animaux vivants subissent des violences. Faire en sorte que les écoles adoptent des approches non violentes pour régler leurs problèmes internes et évitent tout recours à des sanctions violentes. Encourager une véritable participation à la vie scolaire de manière à permettre aux élèves de développer progressivement leur sens des responsabilités, aux parents de jouer toujours un rôle actif et à sa communauté de remplir leurs fonctions éducatives indispensables. Introduire dans les programmes scolaires l'étude critique des médias et dispenser aux enseignants la formation initiale et continue qui s'impose. Assurer au sport, qu'il s'agisse de sport individuel ou d'équipe, la place Q'. Il mérite dans les écoles, en mettant notamment l'accent sur les principes du fair play. Quant à l'explication des causes de la violence à l'école ou autour de l'école, elle est aussi d'une légère et morne généralité, situant leur source dans un urbanisme mal compris, dans un manque de sommeil et de repos, dans un rythme accéléré de vie, d'études, dans des structures rigides, dans les effectifs des classes ou dans la formation des maîtres, urbains. Ce flou, comme la mollesse des propositions, ou leur inadéquation prévisible, peut être explicable par une minoration inavouée de la spontanéité de la violence à l'école, et la reconnaissance de fait qu'elle y est, d'une certaine façon et pour des raisons qui lui échappent, en partie suscitée. Comme si finalement le problème sur lequel on s'attarde et que l'on a décidé de mettre en évidence, n'était pas si important, ou géré ailleurs.
Ce qui n'empêche pas que cette même violence toujours présente dans les esprits puisse être également invoquée dans un fonctionnement quasi délirant qui ne lui est pas spécifique. Ainsi, lorsque la mode tombée depuis était à la peur de la transmission par courrier de bacilles dévastateurs, l'hospitalisation de 2 enseignants d'un collège de Vitry-sur-Seine qui avaient été exposés à une enveloppe contenant de la farine. On voudrait là développer un traitement, une gestion plutôt sociale ou psychologique d'un problème économique fondamental au libéralisme résumé rapidement par Raoul van Heijgem. Une économie qui exploite la nature humaine et la nature terrestre se condamne à l'autodestruction. 1999. Une intention illusoire, erronée ou mystifiante. 6. L'insuffisance du traitement. Ces traitements sont autant de dénonciations dans la mesure où ils doivent être soigneux, sont coûteux en main-d'œuvre et en réflexion, en finance et donc peuvent être rapidement, dans la mesure où ils ne livrent pas de résultats immédiats, délaissés. Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan remarquent ainsi avec pertinence qu'aux États-Unis, le durcissement de la politique pénale va de pair avec le démantèlement du service public et de la politique d'aide sociale. En France, les accords entre les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur et localement, la coopération entre les responsables d'établissements scolaires et la police, peuvent être montrés comme relevant d'une nouvelle efficacité citoyenne, mais montrent surtout le passage à des méthodes plus directes. La spécification présumée des différents acteurs du traitement de la violence ne peut ignorer que celui à qui on en confie la responsabilité majeure, le corps enseignant, ne peut en finir avec elle pour la seule raison qu'elle est déplacée dans l'enceinte dont il est censé avoir la maîtrise. La concentration du problème dans l'établissement scolaire n'en facilite pas la gestion. Cette focalisation de l'école sur une de ses fonctions la déstabilise. Les mesures proposées çà et là pour remédier à la violence créée peuvent être utiles à l'échelle locale ou individuelle, mais elles sont aussi, au plan global, des éléments de remise en cause de la société et de ses fonctionnements. Le ravaudage est parfois nécessaire, certes, sans doute, mais chacun sait qu'un tissu trop ravaudé devient autre. Robert Ballion exprime très clairement ce glissement dans un texte qu'il importe de longuement citer. La violence dans l'enceinte scolaire est ressentie par l'opinion publique comme quelque chose de profondément choquant. En effet, le jeune que l'on confie à l'institution, en déléguant à celle-ci avec beaucoup d'ambivalence la mission de remplacer les parents dans l'œuvre éducative, apparaît complètement vulnérable, démuni qu'il est de la protection naturelle de la famille, sans pour autant que l'institution remplisse son contrat de prise en charge. Plus largement, cette violence suscite une inquiétude que l'on peut qualifier de fondamentale car elle concerne les conditions qui déterminent les possibilités de vivre ensemble. Quand l'école est menacée, quand son ordre est nié et bafoué, c'est la capacité même d'une société à se créer en permanence, en socialisant les nouvelles générations, qui est remise en question. Apparaît alors la crainte de l'émergence d'un monde non plus régi par la loi, par l'acceptation d'un ordre commun, mais soumis à la logique de l'individualisation, donc au règne du plus fort, à la tyrannie de l'arbitraire et de l'aléatoire. Ballion, 1993. Confier à l'école une tâche qui n'est pas de sa compétence participe à sa mise en cause, au déni de confiance dont elle souffre vis-à-vis de sa capacité à remplir ses missions, donc aussi vis-à-vis d'une société qui ne sait pas utiliser les institutions qu'elle s'est construites. L'école ne paraît plus être détentrice de la bonne parole, catholique ou républicaine, évangile ou lumière. S'il en est ainsi, si rien d'équivalent ne se met en place, comment l'école pourrait-elle, en son ordre, mettre de l'ordre ? En définitive, la question du sens de la violence à l'école ne serait-elle pas aussi, et peut-être d'abord, celle du sens de l'école elle-même ? D'une façon générale aussi, du sens des institutions dans une société. Quelques questions se posent sur l'efficacité relative des diverses institutions ou instances auxquelles se trouve confié le contrôle social. Le contrôle par la famille est-il plus efficace que le contrôle par l'école ? Plus précisément, les valeurs fondamentales de la société sont-elles mieux apprises, mieux comprises, mieux assimilées en milieu familial ou en milieu scolaire ? Si les institutions primaires sont impuissantes à assurer l'apprentissage correct des modèles culturels, quelles autres institutions peuvent exercer sur les individus mal socialisés un contrôle adéquat ? Puisqu'aussi, vouloir donner forme et sens particulier à un phénomène n'en change pas la nature. Si imposant soit-il,
L'appareil qui dissimule l'identité réelle de la violence illégale et de la violence légale finit toujours par s'écailler, se lézarder et finalement par s'écrouler. Girard, 1998. La violence ne pourra être réduite par l'école, si les conditions socio-économiques qui les fondent l'une et l'autre ne sont pas modifiées. Nous y venons peut-être, dans la mesure où en aucun cas l'hétérogénéité ne peut recevoir sa loi du dehors, mais son mouvement spontané peut être fixé, tout au moins tendanciellement, une fois pour toutes. Bataille 1992. Un mouvement bien énoncé. D'une façon fondamentale, l'homogénéité sociale dépend de l'homogénéité, au sens général du mot, du système productif. Chaque contradiction naissant du développement de la vie économique entraîne ainsi une dissociation tendancielle de l'existence sociale homogène. Cette tendance à la dissociation s'exerce de la façon la plus complexe, sur tous les plans et dans tous les sens. Mais elle n'atteint des formes aiguës et dangereuses que dans la mesure où une partie appréciable de la masse des individus homogènes cesse d'avoir intérêt à la conservation de la forme d'homogénéité existante, non parce que celle-ci est homogène, mais au contraire parce qu'elle est en train de perdre son caractère propre. Cette fraction de la société s'associe alors spontanément aux forces hétérogènes déjà composées et se confond avec elles. Bataille 1992. En d'autres termes, comme on a pu le faire dire à un empereur, tant que dans une société il y aura des citoyens de première classe et des citoyens de seconde classe, partout il y aura la guerre. 15. L'école, faite lieu de traitement de la violence, ne l'empêche pas, n'accomplit pas cette nouvelle fonction protectrice et ne peut qu'accompagner l'autodestruction du capitalisme générée par l'insuffisante maîtrise des forces de l'économie. Alors, véritablement, rien n'est fini, tout commence et va mûrir au vent que sème la tempête. Van Heygem, 1999. Sources bibliographiques. Abrahmovay Monsieur, la violence et l'école, le cas du Bréhaï. Brassois UNESCO 2003 multi. Abrahmovay Monsieur, Rua Monsieur Dagé Coord, la violence à l'école, Brasilia, UNESCO 2003. Althusser, idéologie et appareil idéologique d'État, note pour une recherche, in Althusser, position, Paris, Édition sociale 1976, pp 67 à 125, 1970. Ardoinoji, préface, Ines OLJM ARDP dir, Opsite, 1999, pp 1 et 8. Ballion R, l'ordre scolaire menacé, le cas des lycées, cahier de la sécurité intérieure. Paris, Institut des hautes études de la sécurité intérieure, 1993, pp 72 à 87. Bataille G, la structure psychologique du fascisme et une bataille G, œuvre complète, tome 1, Paris Gallimard, 1992, pp 339 à 371. Bauer A, peut-on enfin parler sérieusement de la violence ? Le Monde, 26 juillet 2001. Beignet A, la violence féminine des vécus au transmis, Paris, L'Harmattan 2004. Blackledge RCR, une approche positive dans l'enseignement officiel, Incol, 1983, pp 162 à 166. Blanchard, S. Face aux violences, M. Jospin appelle l'école à faire bouger son enseignement, Le Monde, 9 mars 2001. Boumarpé, le Conseil de classe, Institutions et citoyenneté, Paris, PUF 1997. Boumarpé dire, l'école, les jeunes, la déviance. Paris, PUF 1999. Boumarpé, dénégation de la déviance et production de la violence, in Boumarpé dire, 1999, pp 107 à 133. Bourrico F. Article Contrôle social, Encyclopædia Universalis 2004. Célia S. Racines socio-utilurelles de la violence, Enfants des rues au Brésil, in CHILANDC, Young JG, dire, Les enfants et la violence, Paris, PUH 1997. pp 201 à 209. CHEBAUXF Coord. Violence et éducation, les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle 32, 1997. Chevaux F, Violence et éducation, de l'autre côté du miroir, in CHEBAUXF Coord, 1997, pp 8 9 à 117. Coll, Approche éducative culturelle et l'éducative aux problèmes de la violence, rapport de la Commission de la culture et de l'éducation, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1983. De Barbieux, la Violence en milieu scolaire, un état des lieux, Paris, ESF, 1996.
DKBARBIKUXE et al. La violence en milieu scolaire. 2. Le désordre des choses. Paris, ESF 1999. Doudin PA, ERKOHEN Marcus Monsieur édition. Violence à l'école. Fatalité ou DCF? Bruxelles de Bock 2000. Du BF, les mutations du système scolaire et les violences à l'école. La violence à l'école, Cahier de la sécurité intérieure, Paris. Institut des hautes études de la sécurité LNLE accent aigu RIEURE, 1993 pp 11 à 26. Engels F. Lanty-During, Paris, Édition sociale 1963, 1877 à 78. Engels F. Le rôle de la violence dans l'histoire, Paris, Édition sociale 1971. Estrella A. Ferreira J. ed. Violencia e indisciplina na escola, Lisboa, AFIRSEFPCE, 2002. Estrella MT, une étude sur l'indiscipline en classe, Lisboa, INIC 1986. Estrella MT Relação Pedagógica, Disciplina e Indisciplina na aula, Porto, Porto Editora, 1992. Traduction française, Autorité et discipline à l'école, Paris, Édition sociale française, 1994. Frère P, Pédagogie des opprimés in Frère P, Pédagogie des opprimés et conscience et révolution, Paris, François Maspero, 1964-1971. Freudès, Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1971-1929. Girard, La violence et le sacré, Paris, Hachette littérature pluricole 1998 Grasset, 1972. HERITIERF dire, de la violence, Paris, Odile Jacob, 1996. Kruge, d'Albergel, Merci J, ZWIA, LOZANOASCENCIOR dire, Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, OMS 2002. Lagrange CL, Crise de l'enseignement, crise de vie et violence en milieu scolaire, Indoudin PA, ERKOHEN Marcus édition, pp 100 à 128. LELIEVRECL, Sens et violence à l'école, la violence à l'école, Cahier de la sécurité intérieure, Paris, Institut des hautes études de la sécurité intérieure. 1993 pp 8 à 10. L'homme C, la violence au quotidien UNESCO, source, septembre 2000. Maffezoli Monsieur, Pessin A, la violence fondatrice, Paris, Champ urbain 1979. MARMOZL, la paupérisation de l'éducation, CACN, Hunkernand du CERSE, numéro 16, 1986. MARMOZL, Traité de l'élève, in Vivier J. édition, les problèmes de l'élève à l'école élémentaire, Caen, EN 1986, pp 3 à 40. MARMOZL, le sport, activité publique d'enfermement in AFIRSE, anthropologie du sport, perspective critique, Paris, Matrice 1991, pp 202 à 204. MARMOZL, temps scolaire et temps contraint en économie libérale, in AVANZINIG édition, le temps en éducation et en formation, Lyon, AFIRSE 1992, pp 67 à 84. MARMOZL, au Profxor CSCUS Espelios, Colloquio Educação e Sociedade numéro 4, Lisboa, Fundação Calouste Ciuel Benquian, 1993, pp 13 à 40. MARMOZL, Mundialização, Imperialismos e Políticas Nacionais de Seducação, Sentidos, Dependencias e Resistência Freitas Monsieur 2. Org, a Ilueção da Sustentabilidade, Manaus, EDUA, 2003. MAURIRASBOUSQUET Monsieur, la place de l'éducation dans le phénomène humain. Education ou barbarie, Paris l'Harmattan 2000. Moroel, essai sur la sensibilité individualiste libertaire, Paris, l'Arc-Nathan 2004. Moukieliel, violence et insécurité. Fantasme et réalité dans le débat français, Paris, La Découverte 2001. Nathanson Monsieur, malaise dans l'éducation. La culture entre l'orage et l'outrage, in CHEBAUXF Coord, 1997, pp 9 à 22. Nations Unies, conséquences économiques et sociales de la course aux armements, Paris, Economica 1983. Pingy, violence et prévention de la violence à l'école,
IN CHEBAUXF Coord, 1997, pp 57 à 88. Pingy, Violence et prévention de la violence à l'école, IN Doudin PA, ERKOHEN Marcus édition, pp 7 à 97. Ramonei, Violence mâle, Le Monde diplomatique, juin 2004. SAINATIG, Bonelli L. dit La machine à punir pratique et discours sécuritaire Paris, L'Esprit frappeur 2000. SOFSKYW, Traité de la violence, Paris, Kralimar 1998. TISOS, TEVANIANP, Stop quelle violence? Paris, L'Esprit frappeur 2001. Urban L, La violence à l'école. Le point de vue d'un enseignant INCOL, 1983, pp 167 à 174. Van Eygamer pour l'abolition de la société marchande pour une société vivante, Paris, Payot des Rivages, 2002. Van Eygamer, avertissement aux écoliers et lycéens, Paris, Mille et une nuits, 1995. Van Eygamer pour une internationale du genre humain, Paris, Le Cherche-Midi, 1999. Waters H, UYDHRA, RAJKOTIAY, REHWINKELJ, Boucharta, The Dimension of Interpersonal Violence, GQEV, OMS 2004. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.